Chers étudiants, chères étudiantes, on va continuer ce cours de physique quantique de la filière SMP semestre S5. Et dans cette vidéo, je vais présenter la deuxième partie du chapitre numéro 5, qui est sur l'oscillateur harmonique quantique. Avant de continuer la suite de ce chapitre sur l'oscillateur harmonique quantique, je vais rappeler quelques relations de base que j'ai déjà données dans la vidéo précédente correspondant à ce chapitre numéro 5 et qui sont utiles pour la suite de ce cours. Donc, bien sûr, j'ai donné les démonstrations correspondantes aux relations que je vais présenter ici. Donc, pour voir les démonstrations, il faut voir la vidéo précédente. Donc, je rappelle que l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique, c'est un hamiltonien qui s'exprime sous cette forme-là. Donc, P carré sur 2m plus 1 demi m oméga carré x carré. Donc, x, c'est l'opérateur position, P, c'est l'opérateur impulsion. Et que nous l'avons exprimé sous la forme h bar oméga, facteur de grand L plus 1 demi. Eh bien, L, c'est un opérateur que j'ai introduit dans la vidéo précédente et qui s'exprime en fonction des deux opérateurs A et A+, dont j'ai aussi donné leur définition dans la partie numéro 1. Donc, N, il est donné par le produit de A+, qui est l'adjoint de A, donc A+, multiplié par A. Je rappelle que les deux opérateurs A et A+, s'expriment en fonction... quand je les ai donnés dans la vidéo précédente, ils s'exprimaient en fonction de deux opérateurs que j'ai appelés X chapeau, P chapeau. Ici, je vais les exprimer en fonction des opérateurs X et P, donc opérateur position et opérateur impulsion. M, c'est la masse de la particule, oméga, c'est la pulsation, qui est égale à 2P multiplié par la fréquence, et H bar, c'est la constante de Planck réduite, donc P. Voilà, vous avez un I là, donc A est égal à cette expression. Le A+, eh bien, c'est son adjoint. Donc, son adjoint, bon, vous avez ici, les opérateurs sont des observables, X et P. Bon, là, ce sont des réels. Donc, le seul, si vous voulez, terme qui va changer lorsque je passe de A vers A+, c'est I va devenir moins I. Donc, l'adjoint de I, c'est moins I ici. Donc, ce sont des relations que j'ai données en détail dans la vidéo précédente. Il faut bien revoir ces démonstrations pour pouvoir être à l'aise dans la suite de ce cours. J'ai aussi donné le commutateur des deux opérateurs X et P de la position et de l'impulsion qui est toujours égal à IH bar. J'ai aussi le commutateur entre A et A+, que j'ai démontré aussi, qui est égal à 1. Donc, c'est une relation, je rappelle, il faut la retenir par cœur. De même pour les deux dernières relations entre l'opérateur N et l'opérateur A qui est égal à moins A, donc leur commutateur c'est moins A, et le commutateur de N A+ égale à A+. Donc il faut revoir les démonstrations de ces relations de commutation dans la vidéo précédente, correspondant donc à la partie numéro 1 de ce chapitre 5. Alors continuons maintenant ce chapitre. Donc aujourd'hui on va voir le spectre de l'opérateur N et H. Bon, du moment que nous avons H égale à H bar oméga facteur de N plus N demi, donc on va travailler tout d'abord, pour simplifier, juste pour alléger l'écriture, on va travailler sur l'opérateur N, on va voir les caractéristiques, les propriétés de son spectre, et ensuite on va revenir vers l'hamiltonien H. Donc ils sont les mêmes à une constante près. Donc je considère le vecteur phi nu i d'une manière générale, qui peut être dégénéré, donc nu I, ça représente la dégénérescence. Donc, phi nu i est un vecteur propre de n associé à la valeur propre que je note nu. Donc, c'est une notation. Après, on va voir leurs propriétés telles que, donc l'équation aux valeurs propres, n phi nu i est égal à la valeur propre nu multipliée par phi nu i. Donc, phi nu i, je rappelle, c'est un vecteur, il est aussi vecteur propre de H chapeau, bon, il faut revoir le H chapeau que j'ai introduit dans la vidéo précédente, et de H, qui est associé aux valeurs propres respectives, nu plus 1 demi, c'est H pour H chapeau, et H bar oméga facteur de nu plus 1 demi pour l'hamiltonien H. Donc H, c'est l'hamiltonien, et H chapeau, c'est un opérateur qui n'a pas de dimension que j'ai introduit dans la vidéo précédente. Tel que j'ai ces deux relations de commutation, donc aussi bien H chapeau phi nu égale à epsilon nu, qu'on note comme ça, qui est égal à ce nu plus 1 demi. Donc lui, c'est ici, c'est la valeur propre de n.
De même, pour l'Hamiltonien H, l'énergie, c'est E nu, que je note pour l'instant E nu, qui est égal à H bar oméga nu plus 1 demi. Donc voilà, donc ce vecteur-là, il est vecteur propre de ces trois opérateurs N, H chapeau et H. Hein. La valeur propre de N correspondant à ce vecteur-là, c'est nu. Hein. La valeur propre correspondant à H chapeau, c'est nu plus 1 demi. Et celle correspondant à l'Hamiltonien H, eh bien, c'est H bar nu plus 1 demi. OK? Donc, si je trouve nu, si je trouve les propriétés de nu, OK? Donc, il suffit de la remplacer ici et je vais déduire les propriétés des énergies propres de H. Hein, parce que les valeurs propres de l'Hamiltonien sont appelées énergies propres. Allons-y. Donc, on va travailler juste pour cette valeur propre nu, rien que pour alléger la notation, hein, parce que écrire à chaque fois H bar oméga nu plus 1 demi, ça va prendre du temps et de l'espace. Donc, on travaille avec nu et ensuite on revient vers l'Hamiltonien H. Allons-y. Donc, je commence par les propriétés du spectre de l'opérateur N. Et je vais donner le théorème numéro 1. Bon, il y en a qui l'appellent lemme numéro 1, mais ça revient au même. Donc, je considère ce fini U qui est vecteur propre de N associé à la valeur propre nu. Là, c'est l'équation valeur propre. OK? Donc, le premier point de ce théorème numéro 1, c'est que ces valeurs propres nu de l'opérateur N sont toujours des réels positifs ou nuls. Ils ne sont jamais négatifs. Donc, ils appartiennent à R plus. Hein? R plus, c'est-à-dire ils peuvent être égaux à 0 et ils sont toujours positifs. Le deuxième point de ce théorème, c'est que si G, ce fini U, est un vecteur propre de N, de valeur propre nu, alors on a deux cas. Donc, du moment que la valeur propre nu peut être positive ou nulle, donc si nu égale à 0, hein, c'est-à-dire c'est la valeur minimale de nu, eh bien, on a toujours l'action de l'opérateur A sur le vecteur phi indice 0, là, donc nu égale à 0, je le remplace ici. Bon, on n'a pas mis le i ici parce qu'on va voir que c'est un vecteur dont la valeur propre est non dégénérée. OK? Mais on va le voir par la suite. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que ce point-là, B du théorème numéro 1, c'est que dans le cas où la valeur propre nu égale à 0, on a l'action de l'opérateur A. Hein? Bon, nu, c'est la valeur propre de N, hein, ça n'a rien à voir avec A. Mais l'action de A sur phi 0 là, qui est vecteur propre de N associé à la valeur propre nu égale à 0, eh bien, cette action est égale à 0, toujours. Hein, on va voir tout ça d'une manière plus détaillée par la suite. Le deuxième point, c'est, bon, là, on a éliminé le cas où nu égale à 0, donc il va rester le cas où nu est strictement positif. Hein. Donc, j'ai le vecteur, ou bien le quête, qui s'obtient par l'action de A sur le vecteur propre de nu, qui est fini I, là, donc tout ça, c'est un vecteur, hein, c'est un quête, et aussi vecteur propre de N associé à la valeur propre nu moins 1. Okay? Donc, si G fini U est un vecteur propre de N associé à la valeur propre nu, lorsque je fais l'action de A sur ce vecteur propre de N, hein, j'obtiens un autre vecteur, hein, qui est aussi vecteur propre de N, mais associé à la valeur propre nu moins 1. Donc, il va diminuer d'une unité. Bien sûr, je vais vous donner la démonstration de tout ça, hein, donc ne vous inquiétez pas, allons-y. Donc, en effet, je commence par exprimer le module au carré de l'action de A sur ce vecteur-là. Or, lorsqu'on exprime un module au carré, bien, c'est toujours positif, hein, positif ou nul. Le module au carré n'est jamais négatif. Bien, donc on va expliciter ce module au carré, hein, on va l'écrire d'une manière explicite, c'est-à-dire, je vais développer tout ça. Lorsque j'exprime le module au carré de A fini U, hein, donc est égal à A fini U multiplié par son adjoint. Qu'est-ce que c'est son adjoint? C'est l'opérateur A+, hein, parce que A+, c'est l'adjoint de A, qui agit sur le bras. Le bras, c'est l'adjoint du quête. OK? OK, donc A fini U, voilà le vecteur qui est là, et son adjoint, c'est, si vous voulez, on inverse l'ordre. Hein. Donc, je mets le bras ici, à côté, je mets le A+, qui est l'adjoint de A, le bras, c'est l'adjoint de quête. Bon, ça, pour comprendre, enfin, si vous ne comprenez pas, donc il faut bien revoir les vidéos correspondantes au formalisme, hein, c'est-à-dire le chapitre numéro 2. Donc là, tout ça, A plus fini U, c'est l'adjoint de A fini U. Or, j'ai rappelé que A plus A, enfin le produit A plus A, c'est l'opérateur N.
hein, que j'ai rappelé tout à fait au début. OK? Bien, donc là, ici, le n, il est devant son vecteur propre, n'est-ce pas? Donc, il va agir sur le vecteur propre pour donner la valeur propre nue qui pourra sortir à l'extérieur. Donc, ça donne nu multiplié par le produit scalaire de ce vecteur-là avec lui-même, phi nu i avec lui-même. C'est le même vecteur, donc il est normé. Donc, le produit scalaire est égal à 1. Donc, tout ça il va être égal à nu, hein, et qui est positif. Hein, qui est positif parce qu'on a le module au carré qui est toujours positif. Donc, autrement dit, nu est un réel positif au nul. Donc, voilà la première propriété, ou bien la propriété numéro A, hein, du théorème 1. Voyons maintenant la propriété que j'ai notée B. Hein. Donc, on déduit que nu est égal face au module au carré et qui est positif. Donc, si je prends le cas particulier où nu égale à 0, hein, lorsque nu égale à 0, je vais remplacer ici. Donc, je vais avoir le module au carré égal à 0 aussi, n'est-ce pas? Et si le module est égal à 0, eh bien, ce qui entre dans le module, il est aussi nul, hein, c'est évident. Donc, si nu égale à 0, hein, donc je déduis que tout ça égale à 0. Donc, j'ai l'action de A sur le vecteur phi 0, donc là, nu égale à 0, est égal à 0. Bon, je rappelle que j'ai enlevé, j'ai enlevé le i là parce que c'est un vecteur dont la valeur propre nu elle est non dégénérant. On va la voir par la suite. OK? Donc, l'action de A sur le vecteur phi 0, c'est toujours 0. Donc, on a éliminé la valeur nu égale à 0. Maintenant, ce qui nous reste, c'est nu supérieur strictement, hein, strictement supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on va montrer? Eh bien, on va montrer que l'action de l'opérateur A sur le vecteur phi nu u, on obtient un autre vecteur qui est vecteur propre, qui est aussi vecteur propre de l'opérateur n, mais associé à la valeur propre nu moins 1. Donc, c'est la propriété que j'ai exprimée dans la page précédente. Pour démontrer cette propriété, je rappelle que le commutateur de NA, que je mets ici en vert, hein, est égal à moins 1. D'accord? Donc, si je fais l'action de commutateur sur ce vecteur-là, est égal à l'action de moins 1 sur ce vecteur. Bon, là, moins 1, c'est égal au commutateur NA. Je développe le commutateur. Hein, par définition, le commutateur, c'est NA moins AN, n'est-ce pas? Bien, donc je développe. Hein, donc, je vais avoir NA qui agit sur le vecteur phi nu i moins AN qui agit sur phi nu i qui est égal à moins 1. Bon, moins 1, c'est le terme qui est là, qui reste le même. Bien, en regardant cette expression-là, je vois que ici, j'ai le n qui est devant son vecteur propre ici. Donc, il pourra faire son action, il pourra me donner la valeur propre nue. La valeur propre nue de n correspondant à ce vecteur. Bon, je vais faire passer ce terme ici à droite. Hein, donc, je vais obtenir n, hein, donc n sur le a là. Donc, je vais considérer tout ça comme un vecteur. Hein, donc, a phi nu que je mets entre parenthèses. Voilà mon n qui est celui-là. Là. Bon, j'ai changé de couleur, bien sûr. Et là, j'ai écrit l'action de n sur le vecteur propre phi nu qui a donné la valeur propre nu ici. OK? Et le a, le voici, moins a phi nu qui est le terme ici, qui était déjà à droite. Hein. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est j'ai juste fait passer ce terme à droite ici, après avoir fait l'action de n. Bien, donc là, le nu est un scalaire que je peux faire passer à gauche. Donc, ce qui va me rester ici, a phi nu multiplié par n moins a phi nu multiplié par moins 1. Donc, je peux mettre a phi nu en facteur. Okay? Donc, tout ça est égal à nu moins 1 facteur de a phi nu. Bon, là, j'ai le n sur ce vecteur a phi nu est égal à nu moins 1 sur ce vecteur a phi nu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que ce vecteur-là est un vecteur propre de n associé à la valeur propre nu moins 1. Donc, voilà la démonstration de ce théorème numéro 1. Donc, le vecteur a phi nu est vecteur propre de l'opérateur n associé à la valeur propre nu moins 1. Bien. Le théorème suivant. Donc, on va parler maintenant de l'opérateur A+, qui est l'adjoint de A. Donc, je commence toujours par supposer si j'ai le vecteur phi nu est un vecteur propre de n de valeur propre nu. Alors maintenant, pour A+, eh bien, l'action de A+, sur ce vecteur phi nu est toujours différente de 0, quelle que soit la valeur de nu. Hein, quelle que soit nu. De même, le ket obtenu par l'action de A+, sur ce vecteur phi nu est aussi vecteur propre de n
associé à la valeur propre nu plus 1. Donc, ça augmente d'une unité. Allons-y, on démontre tout ça. Donc, je commence par le premier point ici et j'écris le module au carré de A plus fini U. Comme je l'ai fait pour A, donc c'est la même chose, mais ici, j'ai A plus sur fini U. Donc, quand je développe le module au carré, eh bien, je multiplie par l'adjoint. Et l'adjoint de A plus, c'est A. D'accord? L'adjoint du quête, c'est le bras. Donc, ici, j'ai A plus, le voici. Son adjoint, c'est A. L'adjoint de A plus, c'est A. A plus est égal à A. Ça, je l'ai déjà indiqué dans la vidéo précédente. Donc ici, A, c'est l'adjoint de A+, et A+, c'est l'adjoint de A aussi. Voilà. Alors, ce A+, ce n'est pas l'opérateur N. Donc, si vous voulez trouver l'opérateur N, je vais utiliser la relation de commutation entre A et A+. Je rappelle que le commutateur de A est égal à 1. Donc, je peux exprimer le produit A est égal au produit A plus 1. Ça, c'est obtenu directement à partir du commutateur. Donc, j'ai A plus est égal à A plus A. Donc, vous voyez, là, j'ai inversé l'ordre. A plus 1. Et c'est ce produit-là, A plus A, qui est égal à N, pas celui-là, d'accord? Donc, je remplace le produit A plus A par N, le voici, N plus 1, entre les deux vecteurs qui est ici et le bras. Donc, N plus 1, bien sûr, là, c'est le 1, ce n'est pas la valeur 1. Donc, quand je fais la somme de deux choses, il faut qu'ils soient, si vous voulez, de même grandeur. C'est la même grandeur. Donc, là, j'ai l'opérateur N, là, je dois avoir aussi l'opérateur 1. Bien, donc N plus 1, leur action, enfin l'action de N plus 1 sur le vecteur, ça va donner la valeur propre nu plus 1. Maintenant, c'est la valeur 1, donc c'est la valeur, c'est le nombre numéro 1. Bon, le 1 qui est là, il est différent du 1 qui est là, d'accord? Donc, ça donne nu plus 1, bien sûr, je l'ai fait sortir parce que c'est un scalaire, et ce qui va me rester, c'est ce produit scalaire de ce vecteur avec lui-même, qui est égal à 1, bien évidemment. On suppose toujours que ces vecteurs sont normés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le module de A plus fini U au carré va être égal à nu plus 1, parce que ce produit-là, produit scalaire-là, égal à 1. Ça veut dire que ce qui est dans le nu, on a montré qu'il est toujours positif, supérieur ou égal à 0, donc la valeur minimale, c'est 0. Donc, ce terme-là n'est jamais égal à 0, donc sa valeur minimale, c'est 1. Autrement dit, donc j'ai le module de A plus fini U au carré est égal à nu plus 1 qui est différent de 0. Ça veut dire que A+, donc là je déduis directement que cette propriété-là, A plus fini U, est différent de 0 parce que c'est son module. Si son module est différent de 0, eh bien ce qui est à l'intérieur est aussi différent de 0. Bien sûr, si je veux prendre le A+, enfin le A plus fini U, donc c'est la racine carrée, n'est-ce pas? Donc il suffit d'écrire ici la racine carrée de nu plus 1. Bien, qui est toujours différent de 0. Maintenant, on va démontrer la propriété suivante, celle-là. Donc, il faut montrer que le quête A plus fini U est un vecteur propre de l'opérateur N avec la valeur propre nu plus 1. Voilà, donc il faut montrer cette équation aux valeurs propres. C'est-à-dire, il faut montrer que l'action de N sur ce vecteur-là, A plus fini U, est égale à la valeur propre nu plus 1 multipliée par le même vecteur A plus fini U. Et là aussi, je vais utiliser le commutateur, mais entre N et A+. Or, le commutateur de N A+, est égal à A+. Donc, c'est la première page dans laquelle j'ai donné des rappels. Et dans la démonstration se trouve dans la vidéo précédente. Il faut la revoir. Bien, donc j'ai le commutateur N A+, son action sur ce vecteur-là est égal à A+, sur ce vecteur. Je développe le commutateur qui est égal à N A+, moins A plus N, donc la définition d'un commutateur. Donc N A plus fini U moins A plus N fini U, qui est égal à A plus fini U. Donc A plus fini U, c'est ce terme-là. Bien, donc je vais faire aussi l'action de N ici. Vous voyez que le N, il est devant son vecteur propre, d'accord? Donc, est égal à nu fini U. Donc, l'action de N sur fini U, ça me donne nu sur fini U. Et je vais faire passer tout ce terme ici à droite, ok? Et je garde cette expression-là, ou bien cette action de N sur le A plus fini U que j'ai mis ici en facteur, n'est-ce pas? Est égal à plus nu, qui est obtenu par l'action de N sur ce vecteur, plus A plus fini U, qui est toujours là. Bon, là, j'ai enlevé les couleurs. Eh bien, la même chose là, je peux mettre le nu est un scalaire, je le fais passer ici, et on pourra mettre A plus fini U en facteur. Donc, je vais avoir nu plus 1.
facteur de A plus fine U. Donc voilà, on a bien démontré cette propriété-là, ou là, cette égalité, qui est l'équation aux valeurs propres n, A plus fine U est égal à nu plus 1, A plus fine U. Ça veut dire que le vecteur A plus fine U est vecteur propre de n associé à la valeur propre nu plus 1. D'accord? Donc nous avons montré lorsqu'il s'agit de A, lorsque le A il agit sur fine U, ça donne la valeur propre nu moins 1 de n, et lorsque c'est le A plus qui agit, eh bien ça donne la valeur propre nu plus 1. Bien. De même, on montre que, bon, c'est une démonstration par récurrence que je ne vais pas faire ici, que je ne vais pas présenter, mais vous pouvez la faire vous-même. Hein. Donc, j'ai déjà démontré à partir des deux théorèmes numéro 1 et théorème numéro 2, j'ai déjà démontré ce que je vais présenter ici, hein, pour n égale à 1. Tout à l'heure, c'était A fine U, c'est-à-dire n égale à 1. Là, j'indique juste qu'on pourra montrer aussi que l'action de AN sur fine U, et ça donne aussi un vecteur propre de n associé à la valeur propre nu moins n, n étant la puissance de A ici. Donc l'action de n sur ce vecteur-là, obtenue par l'action de A à la puissance n sur fine U, est égale à nu moins n, que multiplie le même vecteur. Ce que j'ai montré tout à l'heure, ou bien ce que j'ai donné dans le théorème numéro 1, c'est lorsque n égale à 1. Lorsque j'ai ici n égale à 1, j'ai obtenu nu moins 1. Donc, vous pouvez continuer la démonstration par récurrence. Donc, l'étape 1, je l'ai déjà faite, donc il vous reste supposer qu'il est vrai pour n, ou bien n-1, et vous démontrez pour n. De la même manière pour A+, hein, donc j'ai aussi l'action de A+, à la puissance n sur fine U, et aussi un vecteur propre de l'opérateur n associé à la valeur propre nu plus n. Donc, vous voyez bien, lorsqu'il s'agit de A, c'est moins, la puissance là, et lorsqu'il s'agit de A+, c'est plus la puissance ici de n qui est là. Voilà, donc j'ai l'action de n sur A plus à la puissance n sur le vecteur fine U est égal à la valeur propre nu plus n, facteur du même vecteur. Bon, je rappelle aussi que j'ai déjà montré pour n égale à 1. J'ai déjà montré que A plus à la puissance 1 fine U est égal à nu plus 1, A plus fine U. Donc, vous pouvez faire cette démonstration si vous voulez continuer l'étape numéro 2 et si vous voulez démontrer l'étape numéro 3. Donc, c'est facile, c'est une démonstration mathématique habituelle. Bien, je passe maintenant vers le théorème numéro 3. Eh bien, ce théorème numéro 3, il est un peu particulier parce que maintenant, il va nous faire restreindre et donner exactement les vraies valeurs propres de n. En effet, le spectre de n n'est pas constitué des réels, mais ce sont des entiers positifs ou bien sûr, elles peuvent être nuls. Donc, le spectre de n est constitué d'entiers, positifs bien évidemment. En effet, bon, là, je vais utiliser ce qu'on appelle la démonstration par absurde. Bon, je suppose que vous l'avez déjà vu en mathématiques, mais c'est ce que je vais faire ici. Hein. Donc, on a, si vous voulez, l'équation aux valeurs propres de n associée à la valeur propre nu, bon, que j'ai donnée toujours, avec nu, elle est positive ou nulle. Eh bien, la démonstration par absurde, parce que nous, on veut montrer que n, les valeurs propres de n sont des entiers. Donc là, la démonstration par absurde, on va faire le contraire. C'est-à-dire, on va supposer que nu n'est pas entier. Voilà, c'est ça la démonstration par absurde. On va supposer que nu n'est pas entier, on va déduire qu'il va y avoir des conséquences qui sont absurdes, qui sont impossibles. C'est ça la démonstration par absurde. Bien, donc supposons que nu n'est pas entier. Bon, nu n'est pas entier, c'est-à-dire, je peux trouver, il peut exister un nombre entier n, tel que ce nu-là qui n'est pas entier, il peut être entre deux valeurs de n. OK? Donc, il existe un entier petit n, tel que nu, il est compris entre n et la valeur successive qui est n plus 1. Parce que lorsqu'il s'agit d'un entier, n est un entier, donc les seules valeurs de n sont 0, 1, 2, 3, donc c'est un saut. OK? Parce que ce sont des entiers. Par contre, un réel, il peut exister par exemple entre la valeur de n égale à 0 et la valeur de n égale à 1, entre 0 et 1. Il peut exister entre la valeur n égale à 1 et la valeur suivante qui est n égale à 2. C'est ça un non entier. Hein? Donc, si on suppose que nu n'est pas entier, donc il pourra prendre une valeur entre une valeur entière de n et n plus 1.
Bien, donc c'est ça la supposition qu'on va faire. Bon, c'est ça la démonstration par absurde, c'est-à-dire on suppose le contraire de ce qu'on veut, de la réalité ou bien de ce que dit le théorème. Bien, donc si on suppose que nu n'est pas entier, on va montrer que ceci est en contradiction avec les propriétés précédentes, c'est-à-dire ce qu'on a montré précédemment dans les théorèmes précédents. Bien, allons-y. Donc, je vais considérer la suite des vecteurs qui sont formés par l'action des a à la puissance n, hein, donc a fine i, a carré fine i, jusqu'à a n fine i. Donc voilà, bon, ces vecteurs-là sont tous des vecteurs propres de l'opérateur n qui sont associés aux valeurs propres respectives. Donc là, la valeur propre, c'est nu moins 1. Là, c'est la valeur propre nu moins 2. Et là, c'est la valeur propre nu moins n. OK? Bien, donc tous ces vecteurs-là, cette suite de vecteurs, sont tous des vecteurs propres de l'opérateur n avec les valeurs propres respectives, nu moins 1, qui est la valeur propre de ce vecteur-là, a fine u, nu moins 2, qui est la valeur propre de a carré fine u, jusqu'à nu moins n, qui est la valeur propre de a à la puissance n fine u. Et d'après le théorème numéro 1, ok, ces valeurs propres sont toutes positives ou nulles. Elles ne sont jamais négatives, hein, c'est ça ce qu'a dit le théorème numéro 1. Bien, on pourra aussi construire le vecteur a à la puissance n plus 1. Donc là aussi, c'est une puissance. Hein. Donc a n plus 1 est aussi un vecteur propre de l'opérateur n associé à la valeur propre nu moins la puissance. Hein, moins n plus 1. OK? Et cette valeur propre-là, elle doit être positive d'après le théorème numéro 1. Parce que c'est une valeur propre de n. Donc, toutes les valeurs propres de n sont toujours positives ou nulles. Voilà, donc j'enlève ici la parenthèse, ça me donne nu moins n moins 1. Okay, donc j'ai nu moins n moins 1, elle est aussi positive. Hein, donc toutes ces valeurs-là sont positives et celle-là aussi, elle est positive. Bon, ça, c'est ce qui a été dit par le théorème ou les propriétés précédentes. Revenons maintenant à notre supposition dans laquelle nous avons supposé que nu n'est pas entier. Bon, je rappelle que l'hypothèse, bon, on va montrer que ceci est contradictoire avec l'hypothèse que nous avons supposée, c'est-à-dire si nu n'est pas entier, c'est-à-dire il n'appartient pas à n, eh bien, il existe un nombre entier, petit n, appartient à n tel que nu, il est compris entre petit n et n plus 1. C'est ce que nous avons écrit dans la supposition tout à l'heure. OK? Ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais faire passer le n plus 1 ici. Regardez bien, je vais obtenir nu moins n moins 1 qui est négatif. Donc, je fais passer n plus 1 du côté de nu ici. Donc, je vais avoir nu moins n moins 1 négatif inférieur ou égal à 0. OK? Bien, donc voilà. Donc, si on suppose que nu n'appartient pas à n, on déduit que cette valeur-là, elle est négative. Or, cette valeur-là est la même que la valeur propre que nous avons écrite dans la page précédente correspondante au vecteur a à la puissance n plus 1 fine u. D'accord? Donc, si nu n'appartient pas à n, le vecteur a, l'action de l'opérateur a à la puissance n plus 1 sur ce vecteur fine u, qui est aussi un vecteur propre de n, va avoir une valeur propre qui est nu moins n plus 1, c'est-à-dire nu moins n moins 1, qui est négative, d'après la supposition. OK? D'accord? Donc, si cette supposition est vraie, la valeur propre de ce vecteur-là va être négative, ce qui est impossible. Ce qui est impossible, d'après, bien sûr, ce que nous avons démontré précédemment. Bien, du moment que c'est impossible, ça veut dire que notre supposition, elle est fausse. Donc, on va prendre le contraire de la supposition, c'est-à-dire nu doit appartenir à n. OK? Donc, c'est ça la démonstration par abscisse, c'est ça la technique, si vous voulez. Donc, autrement dit, donc, mon nu ne peut être qu'un entier, c'est-à-dire ce que nous avons supposé ici aboutit à des choses impossibles, des choses absurdes. Bien. Donc, nu ne peut être qu'un entier, donc nu appartient à n, et on va la poser égale à n, parce que c'est un entier en général. Les valeurs entières, on les note petit n. Bien, donc maintenant, les valeurs propres petit n de l'opérateur n sont des entiers tels que n égale à 0, 1, 2, 3. Bien, donc voilà, si vous voulez, la définition finale
hein, ou bien la propriété finale des valeurs propres de n. Hein. Donc, on a fait étape par étape. Bon, là, on arrête ici. Donc, ils ne sont pas des réels. Hein. Donc, les valeurs propres de n ne sont pas des réels, mais en fait, sont des entiers. Hein. Des entiers, c'est-à-dire 0, 1, 2. Il n'y a pas de 0,5, il n'y a pas de 1 demi, il n'y a pas de 3 demi, etc. Pour les valeurs propres de n. Hein. J'insiste beaucoup. Maintenant, voyons le spectre de H. Bon, du moment qu'on a donné les propriétés des valeurs propres de l'opérateur n, et je rappelle que H s'exprime en fonction de l'opérateur n à une constante près, donc c'est n plus n demi, facteur de H bar oméga. Hein. Donc, si je connais les propriétés des valeurs propres ou bien du spectre de n, je déduis aussi le spectre de H d'une manière directe. Hein. Donc, j'écris la valeur propre de l'Hamiltonien H, donc H phi n, donc là vous voyez bien que j'ai remplacé les nus par n, est égal à En phi n. Donc là les indices vont être petit n maintenant et pas les nus que nous avons, enfin c'était juste une écriture intermédiaire. Donc les valeurs propres maintenant de H sont donc En est égal à H bar oméga n, petit n qui est la valeur propre de grand n ici, plus n demi, donc n demi qui va rester le même, avec n maintenant est un entier. Enfin, c'est ce que nous avons montré précédemment. Autrement dit, les énergies propres, donc là on va exprimer les énergies propres, ce sont si vous voulez, des grandeurs physiques, hein. Donc les énergies propres de l'oscillateur harmonique sont quantifiées, hein, donc sont discrètes en fait. Et la plus faible valeur de cette énergie, qui correspond à l'énergie de l'état fondamental, c'est pas zéro. Ça correspond à n égale à 0. Hein. Quand on remplace ici, n égale à 0, ça donne h bar oméga sur 2. C'est la valeur minimale de l'énergie de l'oscillateur harmonique. Il faut bien connaître cette valeur, cette expression par cœur. Hein. Ce n'est pas 0. N égale à 0, oui, mais l'énergie propre, ce n'est pas 0. Hein. Okay, donc c'est h bar oméga sur 2 qui correspond à l'énergie, bien sûr, de l'état fondamental par définition. Bien. Alors, je termine par vous donner les niveaux d'énergie, hein, donc les différents niveaux avec l'énergie correspondante. Voilà l'énergie de l'état fondamental, E0 qui est égal à h bar oméga sur 2 et qui correspond à n, la valeur entière n, qui est la valeur propre de grand n, est égal à 0. Donc l'énergie de l'état fondamental, c'est pas 0. Voilà le point 0 ici. Bien sûr, là, c'est l'énergie potentielle qui a cette forme-là, donc le potentiel harmonique. Okay. Donc voilà l'énergie de l'état fondamental et on pourra monter vers les niveaux excités. Donc le premier niveau excité correspond à n égale à 1. Donc l'énergie E1, c'est 1 plus 1 demi qui est égal à 3 demi, h bar oméga. D'accord. Le deuxième état excité, c'est pour n égale à 2, qui correspond à 2 plus 1 demi qui est égal à 5 demi, ainsi de suite. Voilà, donc 1 demi, 3 demi, 5 demi, 7 demi, 9 demi, 11 demi, 13 demi sont les énergies propres de l'Hamiltonien H, hein, qui correspond aux valeurs propres de l'opérateur n, qui est la valeur n, petit n, hein, qui est un entier. Ça d'une part. D'autre part, on voit bien que l'espace ou bien la distance entre les deux niveaux successifs est toujours h bar oméga, hein, pour tous les niveaux d'ailleurs. Donc là, c'est h bar oméga entre celle-là, ce niveau-là et celui-là, et la même chose, et ainsi de suite. Donc l'écart, il est toujours le même. Bien, bon, j'ai terminé cette partie, mais je rappelle toujours que l'oscillateur harmonique que je vous donne ici dans ce chapitre 5, c'est toujours un oscillateur harmonique à une dimension. Bien sûr, on pourra aussi voir dans les exercices l'oscillateur harmonique à 2 dimensions, à 3 dimensions, etc. Mais ce que je donne ici avec les propriétés, toutes les propriétés qu'on est en train de voir correspondant aux énergies de l'oscillateur harmonique, hein, ça correspond à l'oscillateur harmonique à une dimension. Hein. Donc, c'est ce que j'ai aussi donné dans la vidéo précédente et sur laquelle j'insiste beaucoup. Voilà, donc avec ces niveaux d'énergie, j'ai terminé ma partie numéro 2 de ce chapitre numéro 5 qui est sur l'oscillateur harmonique, hein, et je vais continuer dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.